Tecogaz Sénégal est une joint venture entre la Compagnie des eaux, de l'énergie et de l'environnement du Sénégal et Tecogaz Biotechnie des Pays-Bas. Ensemble, nous avons créé une structure sénégalaise qui s'appelle Tecogaz Sénégal Biotechnie. L'intention de la joint venture est de faire la promotion du biogaz industriel au Sénégal et dans la sous-région. Le biogaz, nous comptons le produire à partir de la valorisation des déchets industriels, ces déchets provenant de l'activité normale de la plupart de nos industries, mais uniquement à la fraction biodégradable. C'est des abattoirs, des fermes agro-industrielles, des industries laitières, des industries de transformation, et ça peut être également des substrats venant de l'agriculture ou d'autres activités produisant beaucoup de déchets. L'abattoir où nous nous trouvons génère en moyenne par ses activités plus de 200 tonnes de déchets par jour. Déchets solides autour de 8 tonnes en moyenne et le reste est constitué de déchets liquides. Notre intention, c'est d'essayer de valoriser, autant que faire se peut, tous ces déchets-là, en tout cas tous les déchets solides, les contenus de pense pour ne pas les nommer, et une bonne partie des déchets liquides, afin de les transformer en biogaz et délivrer de l'énergie électrique et de l'énergie thermique pour les besoins d'électricité et d'eau chaude de l'abattoir. C'est un système de pré-traitement dans un puits de pré-mélange où nous faisons le prédimensionnement des substrats et ensuite l'injection dans un gros digesteur en ballon pour la production de biogaz. Ce gaz, il est collecté par des pipelines qui ceinturent une digue que nous avons bien sûr préalablement mise en place.
Et ce gaz, il est envoyé par la suite vers une station qu'on appelle une unité de désulfurisation qui est un peu le point de raffinage. Et une fois raffiné, ce gaz est injecté dans un groupe qu'on appelle un PCCE, donc un poste combiné de chaleur et d'énergie. À terme, on devrait pouvoir donner 800 MWh annuels à partir de la puissance installée du groupe PCCE qui est de l'ordre de 100 kW à peu près, et 1600 MWh de chaleur. Le kilowattheure produit par ce process est moins cher qu'un processus produit autrement. Et en termes de disponibilité également, le taux de disponibilité d'énergie produite à des systèmes énergétiques qui sont issus de la méthanisation sont beaucoup plus importants à comparaison avec les autres systèmes qui nous donnent des énergies renouvelables. Je veux dire, comparativement à l'éolien et au solaire, le biogaz est beaucoup plus disponible. Donc, in fine, nous avons deux résultats, ou même trois. Le premier, c'est de l'électricité pour les besoins du client, de l'eau chaude également. Et à la fin du processus de production de biogaz, nous avons un digestat qui est en fait le résultat qui est un excellent biofertilisant qui peut être réutilisé en milieu rural comme engrais organique. Donc de l'eau, de l'énergie, de la chaleur, un biofertilisant, un environnement mieux maîtrisé, mieux géré, parce que plus propre, de la disponibilité permanente de l'énergie, moins de coupure, de l'énergie relativement moins chère par rapport à l'énergie conventionnelle, de l'énergie propre. Voilà en gros ce que nous proposons à nos clients à travers toutes ces unités de biométhanisation que nous avons l'intention d'installer au Sénégal. Organismes organisés en groupes et chacun de ceux-ci exerce une fonction spécifique. Pour commencer, le groupe des bactéries appelées hydrolytiques désagrège la matière organique complexe en fractions beaucoup plus petites. Cette action produit des molécules simples et celles-ci sont solubles dans le milieu. À ce stade, ces mêmes micro-organismes ainsi que d'autres espèces, principalement les bactéries fermentatives, transforment les molécules dissoutes en produits intermédiaires, tels que alcool, acides organiques de plus bas poids moléculaire et acides gras volatiles, qui comprennent l'acide acétique ainsi que l'hydrogène et l'anhydride carbonique. Ensuite, un autre groupe de bactéries appelé acétogènes commence son œuvre. Celle-ci transforme les alcools et les acides en acide acétique, en hydrogène moléculaire et en anhydride carbonique qui s'ajoutent à ceux déjà produits.
À ce point entrent en action deux groupes distincts de micro-organismes responsables de la formation du méthane. Les micro-organismes méthanigènes acétyclastiques qui transforment l'acide acétique en méthane et en anhydride carbonique. En partant de matières organiques complexes, c'est à travers cette réaction que se produit plus de 70% du total de méthane obtenu. L'autre groupe de micro-organismes appelés méthanigènes hydrogénotrophes utilise l'anhydride carbonique et l'hydrogène moléculaire pour produire 30% du méthane restant. Ce faisant, ils exercent entre autres une action fondamentale pour l'équilibre du processus, notamment l'élimination de l'hydrogène produit dans les étapes précédentes. Toute accumulation éventuelle d'hydrogène pourrait bloquer l'acétogénèse et causer une accumulation excessive d'acides gras volatiles dans le milieu. Lorsque ceci se produit, on observe souvent une augmentation de l'acidité du milieu, ce qui contribue à arrêter le processus. Parmi les diverses espèces microbiennes présentes, on trouve aussi celles qui sont appelées sulfato-réductrices. En effet, pour autant que le matériau de départ contienne une petite quantité de sulfate, ces bactéries utilisent une petite partie de l'hydrogène moléculaire disponible pour réduire ce sulfate en hydrogène sulfuré. Finalement, on obtient donc un mélange gazeux contenant principalement du méthane et de l'anhydride carbonique avec une petite quantité d'hydrogène sulfuré. C'est ce mélange que l'on appelle biogaz. Nous avons ainsi décrit les étapes principales du mécanisme de la biométhanisation, que l'on appelle aussi digestion anaérobie. Nous avons montré ces différentes étapes les unes après les autres, dans un but de simplicité. Mais dans la réalité, elles ont lieu plus ou moins simultanément. Centrale à biogaz de l'Afrique de l'Ouest. Située à Kosodo dans la capitale burkinabé, cette unité de production de biogaz doit générer 1,8 gigawattheure annuel d'énergie pour plus de 4000 ménages. Nous sommes aujourd'hui à la première étape avec une puissance installée de 275 kW et cette unité de production donc produit 275 kWh et à l'année par rapport à l'installation qui est aujourd'hui sur place, nous arrivons à 1,8 gigawattheure que nous allons produire pour cette année, ce qui correspond globalement à la consommation de 4100 ménages. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, nous passons à 550 kW de puissance installée et à partir de ce moment, la consommation, l'énergie redistribuée aux ménages devient beaucoup plus importante puisque nous, notre consommation de base n'augmente pas de manière exponentielle. Nous allons, disons, fournir à peu près l'équivalent de 9000 ménages. L'objectif, en troisième phase, avec la construction du troisième biodigesteur et l'installation donc d'un moteur plus grand de 950 kW, nous allons fournir à peu près l'équivalent de la consommation en énergie annuelle de 22 500 ménages. La centrale produit de l'électricité et le gaz butane à partir de biomasse et ce sont environ 40 tonnes de biomasse qui sont attendues chaque jour pour la production de la quantité escomptée. Le processus de transformation se fait en effet effectivement comme le ventre d'une vache. Là, dans cette ventre d'une vache, vous avez 37 degrés de température et vous avez toute une panoplie de bactéries qui mangent tout ce qui a mangé la vache. Et ils digèrent et ce qui reste, c'est le digestat et c'est le gaz méthane. N'est-ce pas? Maintenant, le gaz méthane, nous on le collecte au-dessous, on l'attrape au-dessous de cette bâche et on l'utilise pour canaliser dans le moteur à gaz. Le moteur à gaz, après, en travaillant, il produit de l'électricité. Alors il utilise comme carburant le gaz et il produit de l'électricité. La production d'électricité et de gaz à partir d'énergie propre représente pour l'État une alternative aux défis énergétiques. Burkina Faso fait face aujourd'hui à beaucoup de difficultés. Vous l'avez suivi durant les mois de mai, avril. Le déficit est crucial en termes d'énergie et voir aujourd'hui des privés qui s'investissent autant d'argent pour
des déchets organiques, c'est vraiment à féliciter. L'inauguration de la centrale à biogaz est intervenue le 29 novembre dernier. C'est la première du genre dans le cadre du partenariat secteur public-secteur privé pour la production d'énergie au profit de l'État burkinabé. Cameroon's hygiene and garbage company, Hisakam, is determined to combat pollution in Yaoundé. To do this, the company has installed a biogas catchment and treatment plant 10 kilometers from the capital. Each day, the center processes nearly 1,300 tons of garbage collected by Hisakam trucks in Yaoundé. The transformation goes on in a 20-meter deep zone, which is as broad as a tennis court. Aujourd'hui, c'est l'enfouissement technique que nous faisons. Today, we are using this technical method to collect biogas from the garbage. Because this center is vetted by the United Nations, we are among the companies who believe in this mechanism, and we have invested in that here in Cameroon. And I would say that it is really a major project. Au niveau du Cameroun, qui est un projet de cette envergure-là. After a few days of decomposition, the capturing of biogas can begin. This avoids the emission of methane generated by the garbage into the atmosphere, which is harmful to health and the environment. Pour pouvoir traiter ces effluents, nous mettons en place des We have put in place a network for the processing of biogas. Through all these networks that you see all around here, therefore the facilities are made, and then using a suppressor, it sucks the biogas. It is simple. Les installations sont faites et puis à l'aide d'un suppresseur, il aspire. It transforms just the biogas, made up mainly of methane, to carbon dioxide. Therefore, we reduce environmental pollution. En grande partie de méthane en dioxyde de carbone. Donc, on participe à la réduction de la pollution. Reducing pollution is a genuine concern for some Cameroon's civil protection agents who work to ensure that pollution does not become a danger to the population. Le site n'a pas été choisi au hasard. Quand on choisit un site de The site was not randomly chosen. When choosing a site to dump garbage, we first make an analysis of the soil, and it has been revealed to us that the soil here may not allow the infiltration of water from the waste to the point of polluting the groundwater. And we have seen how waste management is done, and I am reassured. Et puis nous avons vu comment se fait la gestion des déchets. Vraiment, moi je suis rassuré. 20 years ago, Hisakam started dumping garbage and kufulu. Many neighbors around abandoned their homes because of bad odor and flies. The situation has however changed since the center began. Avant, il y avait les difficultés. At first there were difficulties. We had a lot of odor. There were flies and lots of mosquitoes. Since then, everything has changed. You are on the site, you no longer feel the odor. You do not see the flies. Therefore, I would say that concerning the treatment of garbage, everything is going on well. Le traitement des ordures, tout se passe bien. Hisakam has invested about 3 billion francs CFA to realize the project. The company is concerned about greenhouse gas emissions. They also say they are looking forward to diversify into the production of electricity. Il y a une remorque et puis voilà, ça nous mobilise du temps et du... Que faire des effluents d'élevage quand la quantité produite est supérieure à la superficie des terres épandables? C'est la problématique pour les éleveurs de volailles, notamment à La Réunion. Eh bien, la solution est peut-être aujourd'hui trouvée. En tout cas, une usine de méthanisation devrait bientôt sortir de terre dans l'Est. C'est un projet mené à l'initiative de la société Bethléem, en association avec l'INRA et avec des éleveurs de volailles de La Réunion, des éleveurs soucieux d'environnement. Bientôt, à partir de ces excréments, eh bien, on pourra produire du biogaz afin de faire de l'électricité et des engrais organiques à destination des agriculteurs.
Là, nous sommes sur l'exploitation de Tropiqueuf à la plaine des Palmisses. Sur cette partie, il y a une partie de l'élevage de poules, l'élevage de poulettes, un hangar qui va être aménagé dans le cadre d'une activité de transformation de plantes médicinales et de fruits séchés. Et les surfaces que vous avez derrière moi, c'est des surfaces avec un agrément bio où on va mettre en culture des plantes médicinales destinées à la société de transformation. Président du Crédit Agricole, ex-président de l'URCOPA et de la FRCA, Karl Tescher s'est toujours impliqué dans le développement de l'agriculture à La Réunion. Salut Claude. Attaché à ses racines agricoles, il prépare aujourd'hui l'avenir de son entreprise tout en préservant l'environnement sur son île. Or, l'une des problématiques de l'élevage de poules pondeuses, c'est la gestion de leur déjection. On produit à peu près 2000 tonnes de friands par an. Les fientes sont évacuées 1 à 2 fois par semaine selon les besoins des agriculteurs qui font partie de notre plan d'épandage. Ça nous mobilise déjà un personnel et puis il faut qu'on investisse dans les engins, un tracteur, une remorque et puis voilà, ça nous mobilise du temps et de l'argent en fait. Sans compter que l'épandage est très réglementé. Chaque exploitant est soumis à des quotas car les surfaces épandables sont insuffisantes par rapport à la quantité d'effluents d'élevage produites. Sur l'ensemble de ces élevages, ce sont 6000 tonnes de fientes à traiter chaque année. Le projet avec Alain Auriol, c'est de monter une usine de méthanisation qui permettra de traiter l'ensemble de notre production de fientes de poules, qui va servir à produire de l'électricité et produire un engrais organique certifié. C'est le projet Météor porté par la société Bethléem, entreprise déjà à l'initiative de la 2e plus grande ferme photovoltaïque de La Réunion sur Saint-Benoît. À sa tête, l'investisseur Alain Oriols, pionnier dans le secteur des énergies renouvelables, par vocation. C'est mes souches qui m'ont fait revenir à la méthanisation. Je suis fils d'agriculteur et donc de ce coup, j'ai toujours dit, déjà pour préserver la planète, donc la méthanisation élimine l'effet de serre. Donc c'était tout à fait ce qui me plaît et qui me passionne. En gros, voilà. Sur des unités de méthanisation, il y a des contrats d'achat de 15 ans. Donc pour sécuriser les fientes de poule, puisque les entrants, si on n'a plus d'entrants, la méthanisation c'est terminé, quoi. Pour sécuriser, j'ai pris des participations avec lui dans Tropiqueuf, sachant qu'il a donc déjà Matine plus un élevage à Saint-Gilles. Donc j'ai suffisamment de fientes pour faire tourner mon unité pendant 15 ans. Le principe, un mélange d'effluents d'élevage avicole et porcin associé à des déchets verts est digéré par le méthaniseur. Le biogaz qui en émane sert à produire de l'électricité, dont une partie alimente le moteur de l'usine. Quant au digesta, un genre de compost issu de cette méthanisation, il sert de fertilisant pour l'agriculture. Un engrais sans odeur, comparé au lisier traditionnellement répandu dans les champs. Le projet a demandé de longs mois de recherche dans les laboratoires de l'INRA de Narbonne, laboratoire européen spécialisé dans la biométhanisation. La difficulté, ça a été de trouver la bonne température, le bon pH et la bonne recette entre les fientes de poules pondeuses, le lisier et la tonte de pelouse. On était parti sur un développement de 2 ans et qu'on termine l'étude après 4 ans et demi de travail. Donc ce sont des projets compliqués. C'est une première en milieu tropical. Toutes les unités de méthanisation sont différentes car tous les intrants sont différents. Chez nous particulièrement, les fientes de poules pondeuses et la tonte, c'est quelque chose de très peu utilisé. D'habitude, c'est plutôt des fumiers qui se méthanisent bien et des résidus de céréales qui ont des forts potentiels méthanogènes. Donc ça a été beaucoup plus compliqué, même pour l'INRA qui a fait appel à des spécialistes mondiaux pour avoir des ajustements sur l'ensemble des paramètres qui sont calculés dans les pilotes. Mais c'est une première en milieu tropical, en tout cas de cette taille, 16 000 tonnes qui entreront dans le digesteur chaque année. Autre intérêt de ce projet, améliorer le bilan énergétique de La Réunion qui affiche en 2016 34% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. Le projet Météor pourra à long terme l'augmenter. La région suit donc de près ce projet. La méthanisation est une filière encore naissante sur notre île. C'est en légère augmentation depuis les 2-3 dernières années. Donc ça représente en fait une consommation d'environ 4800 foyers réunionnais.
Le projet Météor, lui, il est basé sur la méthanisation principalement de matières issues du monde agricole, qui constitue le principal potentiel de méthanisation de l'île. Donc c'est en ça que c'est un projet différent et novateur par rapport aux autres qui existent déjà sur l'île. La coopérative du Nord-Est, qui fournit les engrais aux agriculteurs, est elle aussi concernée. L'agriculture raisonnée a de plus en plus d'adeptes. Cela permettra de réduire l'importation d'engrais depuis la métropole. Une grande partie du coût des engrais organiques est liée au transport et au dédouanement. Le fait que ce soit produit localement nous permettra de réduire considérablement ce coût. Cela permettra aussi, comme nous sommes dans le cadre d'un cycle court de revalorisation des sous-produits, de réduire l'impact carbone, ce qui est important pour nous. Météor prévoit de produire 3500 tonnes d'engrais naturels normés à fort pouvoir fertilisant. Les agriculteurs viendront se fournir directement à l'usine, dont l'implantation est prévue au plus près de la ressource, c'est-à-dire proche de la ferme. Il y a quand même 22 000 tonnes d'engrais importés à La Réunion, quand on pourrait produire une partie ou la totalité de nos besoins en fertilisants à La Réunion. Donc essayons de revaloriser cette matière première qui existe à La Réunion pour ne plus dépendre de l'importation pour nos besoins de fertilisants. On bénéficierait du matériel de l'usine de méthanisation et par la suite, ça nous libérerait d'une personne pour le transport des effluents dans la semaine. Comme les parcelles sont en bio aussi chez nous, donc ça nous permettrait de mobiliser cette personne pour les parcelles en bio. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le process marche, qu'on a sécurisé les effluents et qu'on a les accords bancaires. Donc aujourd'hui, on sait que ce projet il va se faire. C'est un projet assez ambitieux et c'est un projet dont j'y crois et on mettra tous nos moyens pour pouvoir réussir. Les investissements s'élèvent jusqu'ici à 8 millions d'euros, débloqués essentiellement sur fonds propres par les investisseurs. Cette unité de méthanisation participera au développement de l'économie circulaire à La Réunion. Nous sommes au site de transformation de poissons d'hydrobase où la Fédération des femmes transformatrices de poissons, Yamba Osline, a bénéficié du projet d'installation d'unités semi-industrielles de biogaz qui est mis en œuvre par l'ONG Le Partenariat avec l'appui de ses partenaires internationaux tels que la Fondation Raja, la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, le Programme national biogaz du Sénégal. Nous sommes actuellement devant la plateforme de cuisson qui regroupe les 10 brûleurs qui ont été installés dans le cadre du projet biogaz. Et on peut voir des femmes transformatrices qui sont en train de cuire le poisson avec du gaz qui est issu directement des cuves de méthanisation. Pour avoir du gaz, tout simplement, en fait, dans le cadre du projet, ont été installées 6 cuves de méthanisation, 6 cuves en fait, qui vont permettre d'insérer du poisson et de l'eau. Et après une méthanisation, ça va créer du gaz qui va être envoyé directement dans des ballons de stockage qui sont situés juste derrière moi. Et ensuite, ce gaz sera transféré directement sur les fourneaux. C'est ce qui va permettre aux femmes de cuire le poisson. La communauté urbaine de Lille Métropole a misé sur les bus au biogaz. Il équipe aujourd'hui de nombreuses flottes de véhicules publics, car à consommation égale, il présente divers avantages par rapport aux véhicules diesel. Sur le bus à gaz, il est nettement moins bruyant, comme on peut l'entendre ici, le moteur tourne, on n'est pas gêné. Et au niveau des dégagements, à l'échappement, il n'y a plus de fumée. On peut respirer tranquillement à côté sans être gêné.
Une flotte de près de 330 véhicules, notamment alimentés par le gaz produit dans le centre de valorisation organique situé tout près. Chaque jour, il traite 123 tonnes de déchets tels que les reliefs de repas ou les résidus de jardinage. Objectif, la production de biométhane à hauteur de la consommation de 100 bus par jour fin 2013. Nous recevons tous les camions qui collectent les ordures ménagères et les déchets fermentescibles. Ici, les biodéchets sont transformés, matures pour faire du gaz, donc du biogaz que nous nettoyons pour faire du biométhane et qui est injecté dans le réseau de GRDF. Outre une circulation plus propre des bus, la démarche a permis de faire la jonction entre le traitement des déchets et le transport urbain et ainsi d'économiser près de 221 000 tonnes de CO2 en 2011. Grand Couronne, près de Rouen. C'est sur ce site industriel que Cofeli Services a installé l'une des plus importantes centrales de cogénération biomasse en France. D'une puissance de 9 MW, elle permet de produire de l'électricité réinjectée dans le réseau, mais surtout de la vapeur, 400 000 tonnes par an. De la vapeur qui alimente l'usine voisine de Cepol, filiale du groupe Sophie Protéol, leader dans les biocarburants. Faisons 200 000 tonnes d'huile, 500 000 tonnes de diester, nous avons besoin d'énormément de vapeur. Et cette vapeur, aujourd'hui, pour plus de 60%, est directement produite par Cofeli sur cette nouvelle installation. Un partenariat qui montre la volonté du groupe GDF Suez de développer la production locale d'énergie pour les industriels. Mais cette filière ne pourra se développer que si nous apportons de l'efficacité énergétique. Car c'est une filière qui consomme beaucoup d'énergie et c'est l'objet de l'usine de Cepol que nous inaugurons aujourd'hui. C'est de permettre à notre client de fonctionner avec des consommations d'énergie optimales. Efficacité énergétique, respect de l'environnement, la centrale biomasse a aussi permis de redynamiser la filière forestière dans la région. Car une consommation de 150 000 tonnes de bois par an nécessite un approvisionnement régulier. La matière première est directement puisée dans les forêts alentours, à moins de 150 km de la centrale. Là on voit la pile de bois, mais avant qu'elle soit en pile, il a fallu déjà l'abattre, il faut le découper, il faut le débarder. Il y a quand même déjà pas mal de gens qui ont travaillé dessus. Donc ça fait de l'emploi local qui est quand même assez conséquent. Au total, ce projet a entraîné la création de 15 emplois directs et plus de 70 autres indirects. En respectant la régénération naturelle de la forêt, Cofeli Services et son client Cepol parient sur une énergie durable pour les générations futures. Voici la matière que nous introduisons dans notre méthaniseur. C'est quoi? Uniquement du fumier et de la canne de maïs. Des matières réputées pour être très peu méthanogènes et difficiles à introduire dans les digesteurs. Pourtant, nous en introduisons 30 tonnes par jour pour produire 130 m3 de biométhane par heure, l'équivalent de 550 kW électriques. Pour doubler la valeur méthanogène de ce produit par rapport à ce qui est écrit dans la littérature, nous la défibrons pour rendre les fibres accessibles aux bactéries. Cette matière est présente sur votre exploitation, alors utilisez-la. Ne substituez pas la méthanisation à vos ateliers actuels, mais faites les deux. Continuez à vendre vos produits et faites du gaz en plus. Depuis à la place de le mettre en tas, nous l'introduisons directement dans notre ami BioG. Le maïs en silage est toujours destiné aux animaux pour la production de lait et de viande. Le grain du maïs est vendu comme toujours, mais aujourd'hui la paille de maïs est ramassée avec le biochipper.
Voici à quoi ressemble la paille de maïs 8 mois après sa mise en silo. Le fond mouvant ramène la matière vers les vis. Les vis intelligentes ne bourrent pas et régulent la sortie de la matière vers le défibreur en fonction de ses capacités. C'est le défibreur qui prépare la matière en la rendant accessible aux bactéries. La matière défibrée est facilement mélangeable au digestat et est pompée dans le digesteur. Biogé contrôle tout le système grâce à son automatisme. Clark Energy, aujourd'hui on est présent au Maroc depuis un certain temps, comme je disais depuis 2008. On a commencé surtout à faire des projets dans la valorisation de déchets. Donc c'est la transformation de déchets en source, on va dire, renouvelable. C'est vrai que le déchet aujourd'hui, quand il est jeté à l'air libre, ça produit ce qu'on appelle le méthane. C'est une source, on va dire, ce sont des gaz très polluants. Donc le méthane, il est 20 fois plus polluant que le CO2. Donc aujourd'hui, la solution de valoriser le déchet, c'est transformer cette source polluante, qui est le méthane, en source utile, qui est l'énergie électrique. Et c'est des projets aujourd'hui qu'on a commencé à développer au Maroc depuis un certain temps. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le pays pionnier en Afrique de ces solutions-là. Et d'ailleurs, en 2008 ou 2009, c'était le premier projet d'Afrique où on a produit de l'électricité à partir de déchets de la décharge de Oujda, qui se trouve au nord au Maroc. À partir de là, on a commencé aussi à développer des projets dans les stations d'épuration. Donc, comme il a dit M. Saïd Moline, au Maroc aujourd'hui, il commence à développer le traitement des eaux. Donc on fait la collecte des eaux usées, on fait le traitement de l'eau pour la réutilisation, pour l'irrigation, par exemple à Marrakech, on arrose les terrains de golf. Et la matière solide, elle est riche en matière biodégradable. On fait de la méthanisation et on produit du méthane, mais c'est une production volontaire du méthane pour derrière le récupérer et faire de l'électricité. Une station d'épuration comme celle de Marrakech, aujourd'hui à 90% elle est autonome. Elle n'a pas besoin d'acheter de l'électricité du réseau, elle n'a pas besoin d'acheter un combustible pour produire son électricité, elle produit tout simplement son électricité à partir de déchets qu'elle est en train de récupérer la matière solide des eaux usées. Donc ce modèle aussi, il a été dupliqué à la station d'opération de Fès, à la station d'opération de Kénétra qui est en cours d'installation et à la station d'opération de Laayoune que dernièrement on a commencé aussi à réaliser ici au Maroc. Donc voilà, et la solution qu'on propose aujourd'hui, on considère que c'est une solution 100% renouvelable, parce que ce n'est pas de l'énergie fossile, c'est de l'énergie qui vient d'une source biodégradable. Et ça, elle permet de produire de l'énergie électrique propre. Donc ces solutions-là, en fait, ça permet de donner ce qu'on appelle une économie circulaire. Moi, quand je vois l'Afrique aujourd'hui, le déchet, c'est un vrai problème. On trouve de déchets partout
Et transformer ce déchet ou collecter ce déchet, ça coûte beaucoup d'argent. Certains États, ils ont eu recours à certains schémas de financement, certains mécanismes comme le MDP, le mécanisme de développement propre. Tout ça pour avoir des ressources pour pouvoir traiter et valoriser le déchet. Mais aujourd'hui, le déchet, si on arrive à faire l'extraction de méthane, de quelques résidus de déchets pour les transformer, ça permet ce qu'on appelle de faire le développement durable. Donc je produis des déchets, j'ai les moyens pour le récupérer, je le récupère, je le transforme et j'ai les entrants comme la vente de l'électricité, la vente de produits recyclés à partir de déchets pour pouvoir financer toute la chaîne de la gestion de déchets. Et aujourd'hui, le Maroc, je pense, à travers les projets réalisés, elle a confirmé un succès qui est remarquable en Afrique. Et en Afrique du Nord, je pense, aujourd'hui, ils sont les seuls à le faire. On est dans cette vallée de l'Arve, une vallée qui est assez étriquée, entourée de montagnes, et on a beaucoup de circulation, beaucoup de fumée qui pollue l'atmosphère et qui nous conduit à faire très attention et être vigilant sur tout ce qui est pollution. Donc il y a une vigilance accrue dans cette vallée de l'Arve particulièrement. Le Pays Rochois a voulu être innovateur et parler d'environnement dans son plein sens de l'environnement. De Grémont nous a proposé conjointement et en partenariat avec Prodéval de mettre une unité de dépollution. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, vous allez bien? Et vous? Très bien, très bien. C'est la première unité de production de biométhane par technologie membranaire installée sur une station d'épuration en France. Après une aération de l'eau, les boues récupérées sont envoyées en digestion afin de produire du biogaz. Le biogaz épuré devient alors du biométhane. La production et l'utilisation du biométhane participent à la transition énergétique de la vallée de l'Arve. C'est une unité d'épuration membranaire pour produire du biométhane à partir du biogaz brut. Donc, le process est très simple. Le biogaz pré-traité et compressé passe par là et va rejoindre les 3 étages de membrane. Les membranes elles-mêmes sont composées de polymères qui permettent la séparation du méthane et du CO2. Les 2 premiers étages de membrane permettent tout de suite d'atteindre une haute qualité de méthane dans le biométhane. Donc là, vous voyez, nous sommes à plus de 97,5% de méthane dans le biométhane. Ensuite, vous avez le 3e étage de membrane qui permet, lui, d'épurer au maximum le gaz et d'atteindre des rendements de 99,5% et d'avoir un taux proche et même inférieur à 0,5% de méthane dans les gaz de purge. La technologie membranaire et le procédé Valopur ont de nombreux avantages. La compacité, la robustesse, la capacité à s'adapter à toute la plage de débit, donc sa rangeabilité, la capacité à s'adapter à tous les biogaz, la faible maintenance et la facilité de compréhension par l'exploitant. Le biogaz épuré peut désormais être utilisé comme carburant. C'est du biogaz qui va pouvoir être injecté et qui va devenir du gaz naturel pour véhicules. Donc en fait, c'est une économie aussi circulaire. Hein, on produit, on a des déchets et puis on boucle et on redonne un petit peu à l'économie. Je fais le plein de la voiture en biométhane. Biométhane étant donc une énergie renouvelable produite localement. Je peux faire à peu près 250 km avec ce véhicule. Avec d'autres véhicules, on peut aller jusqu'à 300-400 km. Le biométhane a 3 avantages principaux. C'est une énergie décarbonée et donc il participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il participe également à l'indépendance énergétique des territoires et utilisé en tant que carburant permet également d'avoir un effet positif sur la santé publique car il n'émet pas de particules. Aujourd'hui, la production de biométhane est en pleine ascension. C'est une filière naissante dont le potentiel de développement est important. En 2020-2030, sa production devrait être multipliée par 10. Mon plus grand bonheur serait de voir se réaliser dans beaucoup de régions ce qu'on fait aujourd'hui dans le Pays Rochois. Je crois que ce serait premièrement une réussite et qu'on peut le développer, bien évidemment en France, mais peut-être ailleurs, et encore montrer notre savoir-faire.
Le gaz ou les gaz que Butagaz distribue, ce sont des gaz butane ou des gaz propane, ce qu'on appelle des GPL, et en fait qui sont très proches au niveau chimique et thermodynamique de l'isobutène qui est produit par Global Bioénergie. Ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille sur ce procédé de conversion de ressources renouvelables en isobutène, ici dans notre laboratoire à Évry et aussi dans notre démonstrateur industriel en Allemagne. Et aujourd'hui, c'est un grand moment puisque c'est la première fois que notre produit atteint le grand public. L'isobutène, c'est un produit qu'on peut utiliser dans les bouteilles de gaz, mais aussi pour faire de l'essence, du kérosène, des matériaux, des plastiques, des caoutchoucs et de la cosmétique. Et dans tous ces domaines, on a des accords avec des acteurs industriels de premier plan. J'espère que d'ici quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, nous verrons beaucoup de bouteilles, mais aussi beaucoup de citernes et pourquoi pas des voitures qui roulent en partie avec de l'isobutène Global Bioénergie. Province aride, particulièrement exposée au réchauffement climatique, où la déforestation est l'avancée. La région de Ferlo, au nord du Sénégal. Une province aride, particulièrement exposée au réchauffement climatique, où la déforestation et l'avancée du désert menacent un écosystème fragile. La Fondation Air Liquide y soutient un projet pilote de production de biogaz, mené par l'association Agronomes et Vétérinaires sans frontières. L'objectif, développer une source d'énergie alternative pour les populations locales. Depuis l'année dernière, nous avons essayé d'initier une quarantaine de biodigesteurs dans la zone du Ferlo. Donc Air Liquide nous a appuyé pour mettre 8 biodigesteurs en plus. Donc l'objectif, c'est vraiment essayer de lutter contre les prélèvements de bois au niveau de l'environnement, donc des forêts, mais aussi l'utilisation de charbon de bois et aussi pour diminuer la pénibilité des travaux pour les femmes. Vous cuisinez tous les jours 3 marmites. 3 marmites. 1 marmite pour repas de déjeuner. Le soir, 2 marmites, 2 grandes marmites. Avant, c'était difficile. Mais maintenant, c'est très bien. Le gaz, maintenant, c'est très bien pour nous. On a bien gagné le temps. Pour produire le gaz, on alimente les biodigesteurs avec les déjections des animaux d'élevage. Une solution simple qui permet de préserver les ressources naturelles. Ce qui nous a immédiatement séduit dans cette micro-initiative, c'est que modestement, mais avec des effets immédiats, elle permet une augmentation du bien-être de ces familles en passant moins de temps à préparer les repas, en utilisant moins de bois. Et puis on peut ensuite imaginer un cercle vertueux de développement, puisque les personnes effectivement qui passent moins de temps aux tâches ménagères peuvent l'utiliser à faire d'autres choses. Si les biodigesteurs améliorent le quotidien des familles, ils contribuent également à réduire les maladies respiratoires liées à la pollution intérieure. Les biodigesteurs représentent aussi une opportunité pour les entreprises locales. J'ai fait la teinture, j'ai fait un peu l'élevage. Avant, on achetait beaucoup de bois, beaucoup de charbon. Tu prends du temps pour boire et tout ça. Moi, j'ai dépensé 150 000 de charbon chaque mois. Mais maintenant, avec le biodigesteur, vous espérez une économie de combien? De 50 pour le début. Pour le début, parce qu'on vient de commencer. Et à la suite, peut-être 0, de ne pas acheter le charbon. Aujourd'hui, en termes aussi de bénéfices monétaires, donc ça fait des rentrées d'argent, ça fait économiser de l'argent. Et en plus de ça, ça a permis à des familles d'avoir la lumière, donc les enfants pouvaient venir le soir étudier les leçons avec une ampoule qui était allumée. Donc voilà, tout de suite, de bouche à oreille, l'information est passée au niveau de plusieurs familles paysannes. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment envahis par des demandes. Un projet de préservation de l'environnement, mais surtout un levier de développement social et économique pour les communautés rurales du Ferlo. Une expérience qui fonctionne, une expérience qui attire
les personnes environnantes, qui fait parler d'elle et qui donne envie d'aller plus loin pour développer cette expérience et installer encore plus de biodigesteurs dans la région de Richard Toll.